Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. On appelle Imperia de la plume au sabre. Imperia la plume au sabre est un jeu pour 3 à 7 joueurs, des durées de partie d'environ 2 heures. Le jeu est édité par la maison d'édition Duquesa, dont les illustrations à Daria. Imperia est un jeu d'aventure et de rôle qui vous plonge en pleine époque napoléonienne. Dans cette Europe en guerre, vos ennemis d'aujourd'hui peuvent devenir vos cauchemars de demain. Incarne un empereur, un général, un diplomate ou un noble administrant sa province, au milieu des rivalités entre nations. Chaque décision peut faire de vous un stratège redouté ou la prochaine victime d'une trahison. Forgez des alliances par mariage, organisez des banquets afin d'éliminer vos opposants, envoyez des lettres pour semer le doute, ou hissez les voiles pour devenir le pirate le plus redouté que l'Europe ait connu. Imperia vous invite à plonger dans un monde où diplomatie, gestion et stratégie se mêlent aux complots et aux attaques. Construisez une flotte pour protéger vos richesses, érigez des forteresses pour défendre votre territoire et imposez vos ambitions grâce à votre marine et à vos armées. Dans ce jeu, la plume peut être aussi puissante que le sabre. Imperia, quand l'art et l'histoire se rencontrent. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas vous expliquer les règles, car en fait, c'est un jeu de bac à sable, en mi-chemin entre le jeu d'aventure et le jeu de rôle. Je vais vous parler de ces deux livrets. Il y a donc un livret de maître de jeu, ainsi qu'un livret d'accueil qui vous expose tout ce qui est possible de faire dans le jeu, et c'est ce que je vais essayer de faire. De vous décrire ce que vous propose le jeu, ce que vous pouvez faire avec ce jeu bac à sable. Bienvenue dans Imperia. Le jeu vous propose tous les outils nécessaires pour vous épanouir dans cette période historique. Un des livrets a pour objectif de vous donner les ressources pour lancer votre propre campagne dans ce jeu de rôle narratif et stratégique. Votre imagination sur votre plume et vos connaissances votre sabre. N'oubliez pas, la plume est parfois plus puissante que le sabre. Le livret offre un service modulable que vous pouvez adapter selon vos envies et le niveau de jeu que vous souhaitez atteindre. Le livre destiné au maître de jeu permet d'aller encore plus loin dans la narration et la stratégie. Ici, les règles ne sont pas des limites, mais des supports pour vous surpasser. Il est conseillé de commencer les premières parties sans maître de jeu, pour se familiariser avec le concept narratif, puis d'introduire progressivement les outils avancés, afin de bâtir des parties à la hauteur de vos ambitions. Le contexte historique est le suivant. Janvier 1800, une Europe en pleine crise. Un système politique millénaire est confronté à la jeune révolution française et à la terreur qu'elle implique. Cette situation ouvre des opportunités pour toutes les autres nations, chacune cherchant à profiter de l'affaiblissement de la France pour étendre son influence. Mais attention, quelles que soient vos ambitions, d'autres partageront les mêmes objectifs. À vous de pousser vos adversaires à leurs limites jusqu'à l'effondrement. Pour cela, il est fourni tous les outils nécessaires pour concrétiser vos plus grands projets. Ce que je vais commencer par vous faire constitue une base commune à tous les joueurs, c'est-à-dire à chacun de démontrer ses talents. Ici, la seule limite est vous-même. Par votre plume, démontrez votre capacité à vous faire respecter, même en prenant des risques ou en paraissant faible pour mieux profiter des opportunités futures. Par votre sabre, imposez la crainte à vos ennemis, ou parfois, forcez-les à mettre leurs différends de côté pour s'unir contre vous. La force militaire a un impact immédiat, mais souvenez-vous, si le conflit dure trop longtemps, la plume l'emportera sur le hurlement de vos canons. Et grâce au mariage et au protectorat, verrouillez des provinces entières, consolidant ainsi votre influence politique. Dans Imperia, vous explorez des régions disparues, avec des contextes historiques précis, des stratégies uniques et des mises en situation immersives. Imperia est un bac à sable total. Utilisez les outils qui sont fournis dans le jeu pour bâtir vos désirs les plus ambitieux. Tout a été mis au point pour stimuler votre imagination en vous offrant un univers riche et esthétique. Cet univers peut être entre vos mains. Faites-le vivre et prospérer à la lumière de votre imagination, selon vos envies et votre niveau de jeu. Incarnez un chef de nation, un gouverneur de province, un général ou un diplomate. Tout est possible, tant que vos actions sont cohérentes avec l'univers. Je vais parler des différentes nations, du contexte historique que propose le jeu. D'ailleurs, la map est magnifique. Vous avez donc l'Empire ottoman, qui est une puissance incontestable. Vous êtes la grande porte commerciale entre l'Orient et l'Occident. Votre prestige est votre meilleure défense, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais attention, des tensions grondent sur vos terres. Certains peuples fédérés murmurent à la sécession. Si vous n'apportez ni gloire ni prospérité économique à l'Empire, vous risquez de tout perdre. La Méditerranée et la mer Noire forment vos sphères d'influence. À vous de vous faire respecter. La piraterie en Méditerranée est un outil politique. Utilisez-la comme levier et moyen de pression contre vos ennemis. Rappelez-vous que la Crimée, à vos yeux, reste une terre à enjeux religieux et politiques. La situation y est sensible et vous avez des revendications au nom de votre communauté. Sur le front extérieur, l'Empire ottoman est en guerre contre le corps expéditionnaire français en Égypte. Les points forts sont un revenu solide, plus 44 PU. J'expliquerai plus tard ce que ça signifie, par tour. Une puissance commerciale, vous excellez dans le commerce extérieur, transformez vos ressources en richesses et négociez habilement avec joueurs et PNJ pour écouler vos denrées. Infanterie redoutable, vos attaques au corps à corps sont dévastatrices. Sur le champ de bataille, votre infanterie fait la différence. Ressources navales, vous commencez la partie avec seulement 2 navires dédiés à la piraterie. Employez-les stratégiquement pour perturber les routes ennemies et soutirer des gains rapides. Les faiblesses et les défis, votre principal talent d'Achille est la fragmentation de votre territoire.
L'empire est vaste. Votre autorité directe n'atteint pas toujours chaque province. Des chefs locaux disposent d'un pouvoir réel, sachez négocier, concilier ou imposer votre volonté quand il le faut. Toute armée chrétienne franchissant vos frontières rencontrera une forte hostilité de la population. Cela peut rendre les occupations ennemies coûteuses et difficiles à maintenir. Profitez de cet élément pour organiser vos défenses ainsi que vos contre-attaques. Le Maghreb reste un protectorat. Vous n'y possédez pas un contrôle direct. Mais ces nations tournées vers la piraterie constituent un levier politique et commercial. Utilisez-les par la diplomatie ou la pression pour renforcer votre position en Méditerranée. Les conseils de jeu qui sont donnés: priorité économique, développez vos flux commerciaux avant de vous engager dans les campagnes militaires prolongées. Piraterie ciblée, utilisez vos navires pour frapper les lignes d'approvisionnement et négocier depuis la force. Centralisation prudente, renforcez votre autorité locale par des alliances, des mariages ou des gouverneurs loyaux pour éviter la désintégration interne. Exploitez la colère populaire. Toute invasion d'ennemis chrétiens peut se transformer en opportunité pour lancer des contre-offensives soutenues par la population. Maintenant parlons de l'Espagne. D'ailleurs, il y a énormément de jetons, là je n'ai mis que 2 sets de couleurs, il y en a 5 autres avec tous ces jetons qui vous permettent de placer tout ça sur la map. L'Espagne est une puissance coloniale et catholique, tournée vers le libéralisme et la politique. Vous commencez avec 3300 PU, et votre défi principal est de gérer vos territoires du Nouveau Monde, tout en protégeant vos frontières européennes. L'Espagne attire les convoitises, d'autres nations rêvent de son déclin, mais vous devez réaffirmer votre puissance. En tant que puissance maritime, vous pouvez menacer les intérêts anglais, notamment à Gibraltar. Mais attention, les tensions internes entre le roi et son héritier fragilisent votre autorité. Il est crucial de résoudre ces intrigues pour que l'Espagne s'émancipe et retrouve sa grandeur. Les revenus nationaux sont de plus 22 PU par tour. Les colonies du Nouveau Monde rapportent 33 PO par an. Et vous commencez avec 3 navires initiaux pour établir des liaisons commerciales avec vos colonies et sécuriser vos routes maritimes. Les forces et la stratégie sont le colonialisme et le commerce. Vos colonies génèrent richesse et ressources pour renforcer votre puissance. Pour le côté maritime, votre flotte vous permet de contrôler les routes stratégiques et de menacer vos rivaux. Vous êtes une puissance religieuse. Toute armée non catholique, qu'elle soit musulmane, protestante ou révolutionnaire, pénétrant dans vos terres, affrontera l'Inquisition, soutenue par la population locale. Cette force peut écraser les intrus et défendre la nation avec intensité. Pour les conseils de jeu, maintenir l'autorité royale, résolvez les intrigues entre le roi et son héritier pour éviter l'affaiblissement interne. Exploiter le commerce colonial. Vos colonies sont une source de revenus stable à utiliser pour renforcer vos positions militaires et politiques. Contrôler la mer. Vos 3 navires initiaux doivent sécuriser les routes commerciales et surveiller Gibraltar. Utilisez la puissance religieuse, l'Inquisition et le soutien populaire sont vos alliés dans la défense de l'Espagne. La France, qui est l'héritière de la Révolution, elle est perçue par toutes les nations d'Europe comme une menace sérieuse pour leur régime et leur intégrité nationale. Elle ne brille pas seulement par sa puissance militaire, elle rayonne grâce à l'art, à la littérature, diffusant ses idées et son influence à travers le continent. Même s'il ne peut pas écraser immédiatement toutes les autres nations, la France doit s'imposer par la crainte et le respect, en menaçant les intérêts et les besoins de ses ennemis. Dans le cadre de la deuxième coalition, l'Angleterre et l'Autriche sont de facto en guerre contre la France. L'Empire ottoman, quant à lui, combat le corps expéditionnaire français en Égypte. Sur le terrain, la France occupe Malte, qui espère un soutien anglais contre l'envahisseur. Votre objectif? Sauver le corps expéditionnaire en Égypte et consolider vos positions en Méditerranée. Par ailleurs, vos ennemis tenteront d'utiliser Louis XVIII contre vous. Un rappel que la nostalgie de l'ancien régime reste vivace au cœur du chaos révolutionnaire. Vous commencez avec 5500 PU, 2 navires initiaux, vous avez une puissance intellectuelle. Le rayonnement culturel et artistique permet un réseau d'espionnage efficace. J'en parlerai un petit peu plus tard. Vous avez des revenus républicains, 11 PO par an pour chaque république sœur. La Suisse, qui est République helvétique, les Pays-Bas, République batave, la République ciséréane, qui sont dans les États allemands. Et finalement, la République cisalpine, Italie, créée par Napoléon. Les forces de la stratégie sont les suivantes. Militaire expansionniste. En Égypte et à Malte, votre armée doit sécuriser leur position et défendre vos intérêts. Politique et diplomatie. Utilisez vos républiques sœurs pour augmenter vos ressources et étendre votre influence en Europe. Votre réseau d'espionnage et votre rayonnement intellectuel vous permet également de manipuler, déstabiliser et anticiper les mouvements ennemis. Tout ça grâce à la corruption et l'espionnage. Les objectifs de partie sont les suivants. Écraser la deuxième coalition, seule condition pour faire naître le premier empire. Affaiblir l'Autriche. Elle doit perdre tout pouvoir sur l'Italie. Conquête de l'Italie. Chaque province conquise vous rapporte plus 22 PU. Déploiement en Égypte, vous disposez de 1155 PU à utiliser exclusivement pour le corps expéditionnaire. Concentrez vos forces sur l'Égypte et Malte pour sécuriser vos positions stratégiques. Explorez vos républiques sœurs pour augmenter vos revenus et renforcer votre diplomatie. Utilisez le rayonnement intellectuel et culturel pour manipuler vos ennemis et anticiper leurs mouvements. Préparez vos campagnes militaires de façon progressive. Combinez stratégie, diplomatie et influence culturelle pour dominer vos adversaires. Parlons maintenant de la Prusse. La Prusse, encore auréolée de la gloire du grand Frédéric II, est respectée pour la qualité de son armée, réputée comme la plus manœuvrière d'Europe. Une défaite cuisante pourrait coûter à votre nation sa crédibilité sur la scène internationale. Souvenez-vous, la Prusse ne possède rien d'autre que son armée pour se faire respecter, et la perte serait fatale. N'oubliez pas que la Prusse est une armée qui possède un État. Votre objectif principal sera d'unifier tous les États allemands, afin de créer une entité nationale forte et cohérente. Attention, vous n'aurez qu'une seule chance de provoquer le soulèvement des peuples germaniques encore divisés. Gardez également à l'esprit que les Polonais aspirent à leur indépendance et peuvent se révéler de précieux alliés pour vos ennemis. Vous commencez avec 3355 PU
plus 44 par tour. Vous avez une discipline de l'armée. Votre armée subit moins les effets des intempéries et des imprévus. Ce bonus s'applique lors des déplacements, assauts difficiles et même pendant les retraites, pour éviter le chaos ainsi que la panique. La cavalerie est votre force principale. La Prusse est reconnue pour ses élevages de chevaux et l'efficacité de sa cavalerie. Les forces et stratégies. L'armée disciplinée, elle est votre atout majeur et vous permet de prendre l'avantage sur des terrains difficiles ou lors de campagnes longues. La cavalerie est puissante, utilisez-la pour les attaques rapides et les manœuvres stratégiques, là où la mobilité fait la différence. Unification allemande. Concentrez-vous pour rassembler les États germaniques sous votre autorité. Protégez votre armée à tout prix, c'est votre seule véritable ressource. Exploitez la discipline et la cavalerie pour dominer sur le champ de bataille et surprendre vos ennemis. Planifiez soigneusement vos soulèvements, vous n'avez droit qu'à une seule tentative pour unifier les peuples allemands. Surveillez vos voisins, les Polonais et autres nations peuvent devenir des obstacles si vous ne les anticipez pas. Parlons maintenant du Saint-Empire romain germanique. Le Saint-Empire romain germanique est en danger de mort, directement en guerre contre la France révolutionnaire, qui a guillotiné Marie-Antoinette, l'une des têtes souveraines de votre prestigieuse maison. Votre position est plus fragile que jamais. La Prusse guette votre chute, prête à s'affirmer à la tête d'une nouvelle nation allemande. Vous incarnez sur Terre l'héritage des Carolingiens. Mais votre plus grande faiblesse réside dans la politique fragmentée des États allemands, constituée de princes électeurs dont les décisions peuvent influer sur votre autorité. Vous gardez un droit de regard sur les États allemands grâce au Saint-Empire, mais certaines régions échappent à votre contrôle. Le Hanovre, la République cisréane et la Suisse ne sont plus sous votre pouvoir. Votre mission est double. Défendre les États allemands contre toute agression. Chasser les Français qui avancent vers l'Italie encore sous votre domination. Le royaume de Sicile reste directement sous l'autorité de votre couronne. Les bonus et les ressources, 4455 PU de départ, plus 55 par tour. La mobilisation est rapide. L'Autriche peut mobiliser ses troupes à volonté. Si cette mobilisation est déclarée, un tour avant une guerre, vos unités peuvent se déplacer librement sur votre territoire, sans restriction et sans être affectées par les aléas du jeu. Votre armée est disciplinée et puissante. Votre capacité de mobilisation est un atout majeur, pour contenir les révoltes et repousser les envahisseurs. Vos décisions influent directement les États allemands. L'alliance avec le Vatican ou d'autres puissances va vous permettre d'étendre votre autorité et reconstruire un empire catholique. Les objectifs de la partie seront les suivants. Occuper la République cisalpine. Placez 3 unités pour sécuriser la région. Former des alliances stratégiques. Une alliance avec le Vatican peut permettre de réunifier l'Italie et l'Espagne sous votre couronne. Recréer l'Empire romain catholique. Si le Saint-Empire n'est pas dissous, et que vos alliances réussissent, vous percevrez 33 PU supplémentaires. Concentrez-vous sur de la priorité militaire, protégez les États allemands et repoussez les Français avant qu'ils n'atteignent l'Italie. La mobilisation stratégique, profitez de vos capacités uniques à déplacer vos troupes librement pour anticiper les menaces et contrôler les points clés. La diplomatie proactive, nouez des alliances avec le Vatican et d'autres puissances pour renforcer votre autorité et maximiser vos gains. Par contre, attention à la révolution, sa progression pourrait compromettre tout votre plan. La solution est entre vos mains. 1000 ans d'histoire vous regardent. Parlons de la Grande-Bretagne. Votre éternel ennemi, la France, est enfin à terre grâce à sa révolution. Sa redoutable marine, qui dominait vos ambitions, n'est plus. Vous êtes désormais libre de vous venger et de laisser libre cours à vos ambitions. Renforcez votre pouvoir auprès de votre Parlement et de votre bourgeoisie et positionnez-vous comme la pièce maîtresse de l'Europe. À la tête de la deuxième coalition, l'Angleterre est en guerre contre la France, aux côtés de l'Autriche. Vous possédez également le Hanovre, un territoire clé au sein des États allemands. Commencez avec 2200 PU, vous avez 3 navires pour votre flotte initiale et des comptoirs commerciaux déjà établis pour générer des PO pour le royaume, plus 22 PU par tour, plus 55 PO par an pour le Portugal, Hanovre et les colonies du Nouveau Monde. Par contre, n'oubliez pas, vous avez des obligations envers vos alliés. Le Hanovre sous votre protectorat, le Portugal est votre allié et pourra nécessiter votre intervention militaire pour sa défense. Pensez également au commerce et à l'économie. L'arrêt ou le retard dans l'approvisionnement des PO affectera votre industrie et pourra provoquer une récession. Même avec la fidélité de vos élites, votre population n'hésitera pas à revendiquer ses droits et briser les chaînes qui maintiennent le Royaume-Uni. En 1800, l'Irlande souffre d'une grande famine. En 1799, les syndicats et le rassemblement public sont interdits, ce qui limite la contestation organisée mais crée des tensions sociales. Exploitez votre puissance navale pour contrôler les mers et sécuriser vos routes commerciales. Soutenez vos alliés pour maintenir l'influence britannique en Europe et au-delà. Gérez l'économie avec soin. Vos revenus dépendent du commerce et de la stabilité de vos colonies et comptoirs. Maintenez l'ordre interne, surveillez l'Irlande et la population britannique pour éviter révoltes et crises sociales. Parlons de la Russie maintenant. Garant de l'Église orthodoxe, vous êtes le refuge de la foi depuis la chute de l'Empire byzantin. Isolé géographiquement et politiquement, beaucoup ne vous prennent pas au sérieux. Pourtant, vous contrôlez un territoire immense et disposez d'un énorme potentiel de levée de troupes. Votre puissance agricole n'est pas négligeable et peut faire de vous un acteur majeur dans la distribution des ressources en Europe. Attention aux différents peuples qui composent votre empire. Les Polonais aspirent à l'indépendance et pourraient devenir de précieux alliés pour vos ennemis. Vous devez par-dessus tout vous imposer comme un acteur incontournable dans l'avenir de l'Europe. Vous commencez avec 4400 PU, plus 44 par tour. Vous pouvez faire une levée de troupes massive. En cas de mobilisation générale, vous pouvez déployer un grand nombre d'unités rapidement. Prendre Constantinople vous permettra, grâce à la légitimité de l'Église orthodoxe, de recréer l'Empire byzantin et de vous proclamer Basilus, avec un bonus supplémentaire de plus 44 PU. Votre armée est puissante, votre potentiel de levée de troupes est l'un des plus importants d'Europe. Les ressources agricoles vous assure une base économique solide pour soutenir vos campagnes militaires et votre expansion. La légitimité de l'Église orthodoxe peut renforcer votre autorité
ainsi que vos ambitions impériales. Exploitez votre territoire et vos ressources pour construire une armée puissante. Mobilisez vos troupes avec stratégie. Le potentiel de levée massive est un atout décisif dans les guerres prolongées. Surveillez les Polonais et autres peuples susceptibles de se retourner contre vous ou de soutenir vos ennemis. Visez Constantinople. Sa conquête vous permettra de renforcer votre légitimité et recréer l'Empire byzantin sous votre autorité. Préparez-vous aux hivers rugueux. Campagnes militaires et déplacements doivent en tenir compte pour éviter les pertes inutiles. Je vais maintenant vous parler des PU que je vous parlais depuis tout à l'heure, qui sont les points d'unité, qui sont la monnaie interne du jeu. Les PU sont votre monnaie principale, celle qui circule à l'intérieur de vos frontières. Chaque tour, vous en percevez. Ils servent à financer immédiatement vos renforts et vos projets intérieurs. Forteresses, levée de troupes, construction de navires. Par contre, ils ne peuvent pas être stockés d'un tour sur l'autre. Au début de votre tour, vous pouvez renoncer à les recevoir et les investir tout de suite dans un projet national. Mais en aucun cas, ils ne se convertissent en PO. Ils ne servent pas de monnaie d'échange avec d'autres nations. Les PU restent strictement une ressource interne à utiliser vite et bien. Les points d'or, PO, sont la monnaie la plus convoitée du jeu. Stockable, échangeable et essentiel pour les grands projets. Un territoire ne peut fournir ses PO qu'une fois par an. Les PO sont investis comme des PU pour financer troupes, navires et forteresses. Mais surtout, ils peuvent être échangés entre nations. Attention toutefois, les PO sont physiques. Il faut les rapatrier chez vous. Pour cela, vous devez envoyer un navire ou une unité qui les ramène au royaume. Si vos routes d'approvisionnement sont attaquées ou retardées, votre économie et votre industrie en souffriront. La sécurité des routes commerciales doit être une priorité stratégique. Quel est donc le moyen d'obtenir des PO ? Par la plume, la voie diplomatique et commerciale. Vous pouvez négocier des accords commerciaux avec un autre joueur. Chaque partie lance un dé pour déterminer les revenus annuels. Escale un comptoir commercial. Faire escale dans un pays non jouable, Pays-Bas, Norvège, Suède, lancez un dé pour connaître le montant. Campagne orientale, utilisez votre compagnie commerciale via les routes commerciales du jeu. Le secours à un navire échoué, porter assistance peut apporter des PO et des relations commerciales. Par le sabre, qui est la voie militaire et coercitive. Tribut de guerre imposée aux vaincus, menace d'intervention militaire pour extorquer des concessions, chantage politique, rançonnage de prisonniers. La plume rapporte des revenus durables et légitimes. Le sabre peut rapporter vite, mais à coût moral et politique. Priorisez la sécurisation des routes commerciales. Sans elles, vos PO et donc votre économie s'effondreront. Utilisez les PU pour consolider votre base interne à chaque tour. Ce sont vos fonds opérationnels immédiats. Cherchez les PO pour financer des grandes ambitions, armées, colonies et constructions lourdes. Combinez plume et sabre, le commerce vous donne des ressources stables. La force vous donne la marge de négociation. Parlons maintenant des armées. Les armées sont le bras de votre sabre. Leur entretien garantit la survie de votre nation et la réalisation de vos ambitions. Déplacer des troupes à l'intérieur de vos frontières ne demande pas de conditions particulières, mais lancer de dés est nécessaire pour résoudre l'action. Il y aura une extension qui s'appelle Régiment de la Garde, où tout mouvement massif exige la présence d'un général pour organiser les opérations. Les armées sont aussi votre outil de répression face aux contestations internes. Votre salut dépend du moral de vos troupes. Entretenez-le, soutenez-le, car une armée démoralisée est une armée perdante. L'infanterie vaut 11 PU, la cavalerie 33 et l'artillerie 55. Pour simplifier la gestion des forces, 3 unités d'infanterie égale 1 unité de cavalerie, 5 unités d'infanterie, 1 d'artillerie, 2 unités de cavalerie, 1 unité d'artillerie. Ces conversions vous servent pour réorganiser vos effectifs ou pour calculer des remplacements rapides. Le moment décisif est arrivé, déchaînez votre politique par le sabre. Pour engager le combat, empilez vos pions sur la case ennemie pour former une armée. Au moment de la résolution, 2 options s'offrent à vous. Une résolution automatique. Laissez vos armées entières, laissez votre armée empilée, et laissez les dés déterminer automatiquement les pertes. Simple, rapide, idéal pour démarrer. Ou sinon, vous pouvez ordonner vos unités en formation de bataille, créer une ligne de défense, placer vos unités selon le terrain et exécuter des actions tactiques pour affaiblir le dispositif ennemi. Ici, votre sens stratégique fera la différence. Quel est le rôle de chaque unité ? L'infanterie est la colonne vertébrale de votre armée. Elle tient le front, supporte le feu ennemi et oppose la mêlée. L'infanterie doit rester serrée pour former un obstacle de feu efficace. La cavalerie est la force décisive de manœuvre. Profitez d'occasions brèves et imprévues pour frapper l'ennemi au flanc, poursuivre en retraite, harceler et s'emparer d'artillerie diverses. La cavalerie cherche la vitesse et le choc. L'artillerie est la puissance de feu écrasante. Avant le contact, elle doit décimer les rangs ennemis. Elle brise les formations et sape le moral adverse. Bien positionnée, elle change le cours d'une bataille. La garde est l'unité de prestige et d'apparat de votre puissance. Elle symbolise la volonté de votre plume et de votre sabre. Déployée au combat, elle représente une force de frappe redoutable pour l'armée ennemie et un soutien moral pour vos troupes. Les voir reculer ou échouer serait un désastre pour le moral de votre armée. L'infanterie de la garde, si elle est en tête, elle annule tout lancer de dés neutres et transforme les échecs en résultats neutres. La cavalerie de la garde empêche l'espionnage d'une lettre transportée au combat. La cavalerie de la garde empêche l'espionnage d'une lettre transportée. Au combat, elle peut tirer à cheval avec un mousqueton et 2 pistolets utilisables une fois par bataille. L'artillerie de la garde permet de réaliser des tirs courbes et de relancer un dé en cas de résultat neutre. Et quel est donc leur coût ? En PU, l'infanterie c'est 66 PU et la cavalerie 1100 PU. Et en PO, l'infanterie 44 PO, la cavalerie 66 PO et l'artillerie 1100 PO. Les forteresses sont un verrou stratégique. Elles représentent la défense clé d'une région. Il est impossible de les contourner sans confrontation. Leur construction est aléatoire, pour le meilleur ou pour le pire, et constitue un investissement important pour votre trésorerie. Mais après tout, la sécurité de votre nation a-t-elle un prix ? Lancez de dés.
Le dé bleu indique le nombre de tours nécessaires, le dé rouge détermine la dépense par tour. Sinon, vous pouvez lancer un dé pour vérifier l'état du chantier une fois par tour. Un résultat neutre ou négatif représente un retard ou un problème. Après 3 forteresses, un lancer de dés par tour vous offre une unité régulière supplémentaire. 1 à 3 une infanterie, 4 à 5 une cavalerie, 6 une artillerie. À partir de 5 forteresses, une unité de la garde peut s'ajouter au lancer. Une forteresse est détruite après 3 réussites critiques avec un régiment d'artillerie. Seul un régiment d'artillerie de la garde peut réaliser des tirs directs pour viser unité ou infrastructure, permettant ainsi de capturer la forteresse intacte. Donc là, c'était une grande présentation du livret d'accueil. Je vais maintenant vous parler du livret du MJ. Ce livret propose de créer le volume de vos parties à travers un arc narratif issu de vos propres décisions. Tout cela n'est qu'une base et non pas un cadre strict. À vous d'exploiter et de pousser l'aventure dans ce monde bac à sable. Le livret offre un service à la carte, selon 3 niveaux pour sculpter votre plaisir de jeu. Débutant, idéal pour l'immersion en narration légère, parfait pour les nouveaux joueurs ou un maître de jeu inexpérimenté. Intermédiaire, ici vos décisions de vraies conséquences. Les enjeux sont plus sérieux et permettent de durer une partie qui devient trop facile, pour les joueurs à l'aise avec le système. Légendaire, la difficulté atteint son apogée. Les joueurs s'affrontent dans une guerre totale, utilisant toutes leurs connaissances et passions pour dominer. Le maître du jeu doit être de haut niveau pour orchestrer cette expérience. Quel est donc le rôle du maître de jeu dans ce jeu? Il va structurer le narratif pour plonger les joueurs dans leur rôle et confronter leurs décisions à des événements imprévisibles. Sa responsabilité est de doser la difficulté et d'interpréter les résultats des dés. Par exemple, une armée qui traverse une chaîne de montagnes en hiver peut subir un échec critique. Vous devez le mettre en scène, le justifier et proposer des choix aux conséquences variées. Que ce soit un navire perdu dans l'océan, un diplomate attaqué en route ou une population galvanisée par un mariage royal, tout est déterminé par le lancer de dés du maître du jeu et sa capacité à bâtir un narratif engageant. Les résultats doivent rester cohérents avec l'univers. Exemple, un jet de réussite absolue contre la garde impériale de Napoléon ne peut pas être justifié par des moyens absurdes, comme jeter du gigot à la confiture. Cela n'empêche pas de créer des situations insolites, mais elles doivent rester crédibles dans le contexte historique. Comme tout jeu de rôle, chaque choix doit être soumis au jugement du dé. Le maître de jeu détient le pouvoir de faire respecter la narration, même face à des joueurs défiants. Votre autorité narrative s'appuie sur les fléaux de l'histoire, mais la bonne tenue de la partie dépend de vos capacités de jugement et de narration. N'oubliez pas, chaque décision doit être appliquée après un lancer de dé. Seul le résultat du dé peut déterminer l'issue d'une action. Si le dé est une réussite absolue, absolument rien ne peut entraver ce résultat. Le projet lié à ce lancer réussit totalement quel que soit le contexte. Une réussite, l'action passe sans encombre. Rien de grave ne se produit. Au plus, une petite anecdote peut survenir. Réussite partielle, l'action réussit mais de justesse. Des pertes, des contestations peuvent apparaître. Situation neutre, absolument rien ne se passe. Cela peut refléter un blocage temporaire. Quant à l'échec, l'action échoue. Quelques anecdotes peuvent adoucir le résultat, mais les conséquences demeurent. Une solution est encore possible mais avec des pertes. L'échec critique, tout ce qui a été entrepris par ce lancer échoue lamentablement. Quelle est donc l'interprétation stratégique? Au niveau économique, vous contrôlez une puissance économique inégalée. Grâce à vos contours et contrats, personne ne peut rivaliser avec vos ressources. Cette puissance vous permet tous les excès, même face à des alliances globales. Pour la politique, vos décisions sont connues sur toute l'Europe. Votre influence est telle que les autres se soumettent volontairement à votre autorité. Votre armée est redoutable et invincible dans un cas militaire. Personne ne peut stopper votre volonté de faire sous peine de destruction totale. Votre force écrase toute opposition et nécessite plus de justification. Si votre personnage venait à mourir, vous êtes éliminé. Vous serez remplacé par votre général ou votre diplomate selon la situation. Pour le confort de tous, chaque joueur dispose de 3 minutes pour effectuer son tour. Durant le tour des autres joueurs, il est important de préparer sa stratégie et ses déplacements. Tout oubli ou retard, pendant ce temps, sera impitoyable. Il n'y a aucun retour en arrière possible. En sachant que 1 est la réussite absolue, 2 la réussite passe sans encombre, 3 la réussite n'est pas totale, 4 situation neutre, 5 un échec et 6 un échec critique. J'ai oublié de vous préciser cela. Le maître de jeu doit veiller à ce qu'un joueur ne soit jamais interrompu pendant son tour, même si plusieurs actions sont prévues. Généralement, seules 2 ou 3 tâches peuvent être réalisées pendant ce laps de temps. Chaque tour correspond à une saison et 4 tours équivaut à une année. L'hiver est une saison de repos pour votre peuple, idéal pour votre projet. Mais attention aux eaux gelées. Printemps est la saison de dégel, de la reprise du commerce maritime. Les plus fréquents peuvent ralentir vos déplacements sur les routes. L'été est votre saison, c'est le moment de lancer vos projets les plus ambitieux. L'automne, dernière chance avant l'hiver. L'abondance de la nature permet de prélever des ressources sur place. Mais guère à la colère de la population. Comment se passe la communication entre les joueurs? La communication se fait uniquement par lettre diplomatique. Chaque joueur se muni d'une feuille de message. Une fois rédigée, envoyez votre régiment de cavalerie porter le message à votre destinataire. Attention toutefois, les espions de Napoléon sont actifs. Seul un régiment de cavalerie de la garde peut protéger le message contre l'espionnage. En cas de réussite absolue, le message peut être également remplacé ou dupliqué. La France dispose d'un espion infiltré dans chaque nation. Voici comment appliquer l'espionnage lors d'un transfert de message. 1 réussite critique, 2 accès partiel important, 3 accès partiels, 4 rien, 5 preuves d'ingérence, 6 échecs critiques. Vous trouverez également des règles pour gérer le déshonneur, car certaines actions rapportent gain immédiat mais ruinent votre réputation politique et populaire. Le maître de jeu doit faire en sorte de faire sentir le poids. Vous pourrez également construire des navires. La construction d'un navire se déroule comme celle d'une forteresse. Et vous pouvez également gérer tout cela, ainsi que le déplacement des armées, en fonction du terrain et de la saison, l'approvisionnement logistique est aussi à prendre en compte. Les diplomates jouent un rôle également très important dans l'Imperia. Et tout cela est bien expliqué dans le livret du maître de jeu que je vous invite à découvrir. Je ne vais pas tout vous lire et vous raconter, mais vous pouvez tout gérer. Que ce soit la marine, le côté militaire est expliqué, avec les déplacements, l'approvisionnement, comment gérer des diplomates, la mobilisation générale,
le rôle de la religion à cette époque-là. Donc tout cela en fait un jeu bac à sable où vous pouvez vraiment laisser libre cours à votre imagination et interpréter les personnages que vous voulez. Et après tout cela, je vais donc vous donner mon avis sur le jeu. Dès que l'on ouvre la boîte de Imperia, un frisson de promesse parcourt le joueur. Le plateau immense et détaillé ne se contente pas de présenter des territoires. Il raconte des siècles d'histoire et de conflits. Chaque province, chaque rivière, chaque port est un chapitre en attente d'être écrit. On a l'impression que les cartes respirent, que les frontières murmurent des secrets et que les pions sont autant de personnages prêts à entrer dans le récit. Le jeu installe immédiatement une atmosphère de grandeur et de responsabilité. Vous n'êtes plus un simple joueur, vous êtes le tsar, le consul, l'empereur, parfois même une puissance invisible, comme un général ou un diplomate. Et chaque décision, qu'elle soit militaire, politique ou économique, est lourde de conséquences. Ce sentiment d'ampleur, de poids et de gravité est rare dans les jeux et confère à Imperia une intensité presque palpable. Le système saisonnier est l'un des aspects les plus immersifs du jeu. Chaque tour correspond à une saison, et chaque saison impose des défis spécifiques. L'hiver fiche vos ambitions, les routes sont bloquées par la neige, les navires pris dans la glace ne peuvent pas avancer, et les armées risquent le gel ou l'épuisement. Au printemps, la fonte des neiges et la reprise des pluies dictent le rythme du commerce et des déplacements. L'été, la période d'action maximale, campagne militaire, construction de forteresses, ainsi qu'avancée diplomatique. L'automne, quant à lui, devient une période de récolte et de préparation, où l'abondance naturelle peut soutenir vos projets, ou provoquer le mécontentement si vous en abusez. Cette alternance donne un rythme narratif unique. Le joueur anticipe, prépare, ajuste des plans et ressent la tension du temps qui passe. Les saisons deviennent une force narrative, un personnage à part entière du jeu, qui dicte le tempo et influe sur les décisions. Le cœur stratégique d'Imperia réside dans la gestion des ressources. Les PU, les points d'unité, représentent votre capacité à lever des troupes et à soutenir vos infrastructures à l'intérieur de vos frontières. La monnaie échangeable, les PO, devient un levier diplomatique économique essentiel pour le commerce et les alliances. Ce double système impose une équipe subtile. Dépensez vos PU pour de forteresses ou des régiments peut renforcer votre pouvoir militaire immédiat, mais négliger les PO peut vous isoler diplomatiquement et limiter vos possibilités de commerce. Chaque choix est stratégique, chaque investissement est pari sur l'avenir et la planification est toujours soumise au hasard des dés. Le hasard, loin d'être arbitraire, devient narratif. Les dés déterminent le succès d'une construction, la levée de troupes, la réussite d'un tir ou l'efficacité d'une mission diplomatique. Ils introduisent une tension constante et permettent aux joueurs de ressentir l'incertitude de l'histoire qu'il est en train de créer. L'infanterie, la cavalerie, l'artillerie et la garde ne sont pas de simples pions, ce sont des personnages stratégiques au rôle bien définis. L'infanterie forme la colonne vertébrale de votre armée, capable de tenir le terrain, de soutenir les autres unités. La cavalerie est votre instrument de percée rapide, de poursuite et de harcèlement. L'artillerie nettoie le terrain, brisant le moral de l'ennemi avant même l'assaut. La garde, quant à elle, représente le prestige, la puissance et l'honneur, et chaque unité de la garde peut transformer le cours d'une bataille par sa force exceptionnelle. Les combats ne sont pas linéaires. Le placement, la coordination, l'utilisation des unités dans le bon ordre deviennent essentiels. Les lancers de dés ajoutent un suspense constant, mais chaque échec ou réussite est justifié par la narration. Un régiment isolé peut être écrasé par le terrain. Une attaque surprise peut être repoussée par la garde. Le jeu réussit à combiner stratégie militaire et récit vivant, où chaque bataille devient un moment mémorable, presque cinématographique. La diplomatie d'Imperia est un art à part entière. Les lettres transportées par la cavalerie, les espions français, les alliances et trahisons offrent un niveau de profondeur impressionnant. Les joueurs deviennent négociateurs, manipulateurs et stratèges, capables de faire basculer le cours de l'histoire par un simple message ou un accord commercial. Chaque action diplomatique a un impact réel. Ne pas honorer un traité, attaquer sans déclaration de guerre, commettre un assassinat ou un pillage ne reste pas impuni. Le déshonneur influence la perception des autres joueurs, la loyauté de la population et le soutien de la noblesse. La diplomatie devient une extension de votre plume ou de votre sabre, un moyen de projeter votre puissance sans infusion de sang, ou avec si nécessaire. Le contrôle des mers est un défi majeur. Les navires ne transportent pas seulement des troupes et des ressources, ils incarnent l'incertitude et l'aventure. Les tempêtes, le scorbut, les mutineries, les infestations de rongeurs transforment chaque traversée en odyssée. Le joueur ressent la tension de l'océan, la fragilité de ses bâtiments et la nécessité d'anticiper chaque étape. La gestion des populations des différentes religions ajoute une dimension sociopolitique. Orthodoxie, catholicisme, protestantisme, islam, chaque allégeance religieuse influence la loyauté des sujets, la stabilité des provinces et la réussite de vos campagnes. La noblesse garantit la tradition, exige privilèges et protection, tandis que le peuple cherche sécurité et justice. Les révoltes populaires ou bourgeoises surgissent spontanément, souvent soutenues par des nations étrangères. Elles obligent le joueur à jongler entre forces militaires, persuasion politique et tactique diplomatique. Chaque province devient un microcosme de l'Europe, avec ses défis, ses ambitions et ses secrets. Un des points qui distingue Imperia, c'est la narration intégrée. Chaque lancer de dés, chaque décision militaire ou diplomatique, chaque saison, chaque événement climatique contribue à créer une histoire unique. Le maître du jeu joue un rôle central, transformant les actions en moments dramatiques, en conséquences logiques et en aventures épiques. Le joueur ne se contente pas de suivre des règles, il vit l'histoire. Il ressent la tension des alliances, l'angoisse des batailles et la fragilité du pouvoir. La réussite et les échecs prennent un sens et chaque partie devient un récit à part entière, avec ses héros, ses trahisons et ses moments de gloire. Imperia est une odyssée stratégique, diplomatique et humaine. Il combine profondeur, immersion historique et narration vivante pour créer un univers où le joueur tient l'Europe entre ses mains. Chaque décision compte, chaque lancer de dés raconte une histoire, et chaque victoire ou défaite devient mémorable. Le jeu transmet aux joueurs le poids de l'histoire, la complexité du pouvoir et la fragilité des alliances. Il offre l'opportunité de vivre pleinement l'expérience d'un souverain ou d'un stratège dans un monde en mutation. Jouer Imperia, c'est ressentir la grandeur, la tension et l'émerveillement de l'Europe au XIXe siècle.
à chaque tour, à chaque saison, à chaque bataille. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de découvrir ce jeu pas très connu. Il est disponible sur le site de l'éditeur, que je mettrai en description de la vidéo, comme ça vous allez voir par vous-même. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également partager la vidéo, vous trouverez également sur la page principale de YouTube tous mes réseaux pour me suivre, n'hésitez pas à venir me dire bonjour. Et sur ce, je vais vous dire bonne partie et bon jeu!